Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo sur le jeu Combat Commander Europe publié par GMT Games en 2006. Dans ce vidéo, on va voir tout sur les cartes et les triggers. Alors, Combat Commander est un card-driven game, alors vous pouvez rien call ici de bon à moins d'avoir la carte nécessaire dans votre main. C'est pour ça qu'on va leur donner de l'amour dans ce vidéo-là. D'abord, combien de cartes avez-vous en main? Au début d'un scénario, vous brassez votre deck de 72 cartes et vous allez piger un certain nombre de cartes telles qu'indiquées par votre posture dans le scénario. Ça varie de scénario en scénario. Par exemple, dans le petit scénario que je vous montre depuis le début, autant l'Allemand que le Soviet ont une posture de reconnaissance, recon, et ça, c'est très bien fait dans le module vassal. C'est clair comme de l'eau de roche ici que dans cette posture-là, on a droit à 5 cartes en main. Autant l'Allemand que le Soviet vont avoir 5 cartes en main. Ce qui est plus fréquent, je dirais, dans les scénarios, c'est qu'il y a une nationalité qui va être attaquante, puis l'autre nationalité va être défenseur. Fait que l'attaquant, comme indiqué ici, a droit à 6 cartes en main, puis le défenseur seulement 4. Fait que ça a l'air disproportionné. Mais rappelez-vous que le défenseur est souvent confortablement installé sur la map, dans des buildings ou en tout cas là, dans des hexagones là, qui donnent beaucoup de cover. Puis c'est de l'ouvrage en asti pour l'attaquant de le décrotter de là. Fait qu'il a besoin de tout son petit change, incluant des 2 cartes de plus qu'il a dans sa main. D'ailleurs, moi, j'ai eu des expériences difficiles comme attaquant dans ce jeu-là. Là, si je devais jouer à l'argent, ça dépend du scénario, là. Mais de manière générale, si je devais jouer à l'argent, l'habitude, je vais prendre le défenseur parce que c'est de l'ouvrage comme attaquant. Vous avez la pression sur les épaules, le time limit. Faut vraiment bouger, puis vous n'avez pas le choix de vous mettre dans des situations là, moins qu'idéales pour être capable d'atteindre vos objectifs. Fait qu'en cas. Fait que le nombre de cartes en main, c'est en fonction de la posture indiquée dans le scénario. Ceci dit, quand arrive votre tour, vous avez 2 choix et seulement 2 choix. Le premier choix que vous pouvez faire, si vous trouvez que votre main c'est de la merde ou si elle n'est pas appropriée à la situation en question, vous pouvez dire ben, je défausse des cartes. Mais encore, vous en défaussez combien? Ça, c'est fonction de votre nationalité. Fait que nos amis les Allemands ici sont les meilleurs dans le jeu à ce niveau-là. Là, ils ont vraiment une discard limite de 6. Ça veut donc dire que même s'ils sont attaquants, s'ils veulent, ils peuvent faire maison nette, et dire je prends ma main au complet de 6 cartes, je la défausse puis je repige. C'est une limite, ça, vous pouvez défausser le nombre de cartes que vous voulez, les cartes que vous voulez. Mais les Allemands, en tout cas, là, ont le plus haut plafond par rapport à ça. Si on compare avec nos amis les Soviets, qui sont ici, fait qu'eux autres ont une discard limite de 3. Et je salue les Français qui sont à l'écoute. Si votre rêve est de revivre les grandes batailles de votre peuple via ce jeu-là, ben sachez que vous n'avez pas fini de sacrer, parce que le jeu n'a pas été tendre à l'endroit de votre peuple. La discard limite des Français est de 1. Fait que ça veut dire qu'imaginez que votre main au complet ou presque, c'est de la marde. Ça va être long en hostie. Vous allez en faire des tours à défausser seulement une carte puis à repiger une carte. Puisqu'à la fin de votre tour, vous aurez compris que vous repigez jusqu'à votre limite de cartes en main. Fait que l'Allemand que je parlais tantôt, qui prend ses 6 cartes puis qui les défausse, là, ben bing, s'il est attaquant, il repige ses 6 nouvelles cartes. Fait qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir un bon roulement puis de finir par trouver ce qu'il veut que les pauvres Français qui défaussent une carte à la fin de quand ils décident de faire cette action-là pendant leur tour. Une main qui est de la merde, ça veut pas dire une main, comme je dis, ça peut être une main inappropriée. Fait que combien de fois dans ce jeu-là, vous voulez bouger, mais vous avez juste des fire. Vous voulez tirer, mais vous avez juste des moves. Euh, vous avez plein de recover dans votre main, mais vous avez tout va bien, il n'y a aucune unité qui est brisée. Puis 10 minutes après, vous avez plein d'unités brisées, Chris, puis vous tueriez votre animal de compagnie pour avoir un recover, puis vous n'êtes pas capable d'en piger un. Là. Fait que c'est vraiment un classique dans ce jeu-là. Fait que ça, c'est la première option. Évidemment, si le jeu c'est rien que ça, ce serait plate. La deuxième option, c'est de prendre des cartes que vous avez en main puis de donner des ordres à vos unités. Puis la limite de ça, la limite du nombre d'ordres que vous pouvez donner, ça, c'est dicté par le scénario. Fait que nombre de cartes en main, nombre d'ordres que vous pouvez donner, c'est dicté par le scénario. Discard limit, c'est dicté par la nationalité, peu importe le scénario dans lequel elle est impliquée. Fait que dans ce petit scénario-là ici, les Allemands sont limités à donner 2 ordres par tour maximum, puis les Soviets, 3 ordres par tour maximum. Ça veut dire que même si je suis l'Allemand et j'ai 5 cartes absolument juteuses, puis que je voudrais donner 5 ordres différents à 5 unités différentes pendant mon tour, je ne peux pas parce que je suis topé à 2 ordres. Ceci dit, ça je l'ai dit, un ordre est donné à une et une seule unité et l'arme que cette unité transporte le cas échéant. Par contre, rappelez-vous que si vous donnez cet ordre-là à un leader, ce leader-là peut propager l'ordre en question en fonction de son command radius. On a parlé de ça
dans le vidéo précédent. Ça veut dire qu'à moins que je devienne créatif ou que les aléas de la guerre pitchent mes troupes dans différentes directions, là, mais si je demeure là, le caporal Winkler et sa bande, puis le lieutenant Von Karstie's et sa bande, ben, par exemple, si j'avais 2 ordres de move dans ma main, je pourrais en donner un au caporal Winkler puis le propager à tous ses amis à côté, puis je pourrais en donner un au lieutenant Von Karstie's puis le propager à toutes ses unités à côté. Parce qu'il y a une règle fondamentale dans ce jeu-là, une unité peut recevoir maximum un ordre par tour. Alors, je peux pas, là, même si je pouvais donner là, 5 ordres par tour, là, je peux pas commencer à dire, bon, ben, je commence. Si un move au caporal Winkler et sa bande, si je les déplace, un deuxième ordre de fire, cette fois au caporal Winkler, j'ai pas eu les résultats que je fais. Un autre fire, non, non. Une unité peut être activée maximum une fois par tour. Si vous voulez faire plus avec cette unité-là, ça va attendre au tour suivant, fait que votre adversaire a toujours l'opportunité de riposter. Fait que juste cette petite cat and mouse game-là, de dire est-ce que je défausse, est-ce que je joue, est-ce que mon adversaire va défausser ou est-ce qu'il va jouer, quelle carte a-t-il en main, y a-tu des fire, y a-tu des moves, y a-tu ci, y a-tu ça. Il y a énormément de fog of war et de bluffing dans ce jeu-là. Vous arrivez à un moment donné puis vous dites tu sais, mettons, genre, vous vous déplacez, là, vous dites je suis obligé d'arrêter ici, il va me défoncer, puis tout ça. Arrive le tour de votre adversaire, tabarnak, il défonce. Il n'y a pas de fire, puis là, il en cherche désespérément. Vous avez une chance encore là de peut-être, si vous avez la bonne carte pour vous aussi, vous déplacer à couvert. Fait que c'est une grosse partie, là, justement, là, de l'esprit du jeu. OK. Maintenant, décomposons les cartes. Fait que dans le haut de la carte, c'est à ça que correspond là, l'image, bien souvent, là, vous allez avoir l'ordre. OK? Fait qu'ici, on a un ordre de recover, ici, on a un ordre d'artillery denied. Il y a 2 exceptions à ça. La première, c'est ici, il n'y a pas le mot order, puis on comprend pourquoi quand on lit. C'est un command confusion. Fait que ça, au niveau de l'ordre qui est donné, c'est une carte morte dans votre main. Vous ne pouvez pas donner d'ordre avec cette carte-là. Fait que maintenant, si vous en avez 2, si vous en avez 3, si vous en avez 4 dans votre main, c'est ce qui va probablement triguer qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre une grande respiration, puis une petite pause, puis être obligé de faire un tour de discard pour renflouer votre main avec des affaires un petit peu plus utiles. L'autre exception à ça, c'est le fire, tout simplement parce que c'est écrit order / action. Parce que le fire, une carte de fire peut être à la fois utilisée comme ordre pendant votre tour pour faire tirer vos soldats, mais peut aussi être utilisée comme action en réaction au move d'un ennemi sur lequel vous voulez faire du tir d'opportunité. C'est la seule raison pourquoi il y a les 2 mots ici avant le fire. Des ordres, on va y voir en détail dans d'autres vidéos. Il y en a peut-être 7-8 au total. Là. C'est un nombre quand même assez fermé. Là. Fait qu'on va tous les couvrir dans d'autres vidéos. En dessous de ça, vous avez une action. Puis là, ça, les actions, par exemple, doivent en avoir une vingtaine dans le jeu. Il y en a beaucoup. Il y a des actions qui sont uniques à certaines nationalités. Les Américains, entre autres, ont le White Phosphorus, je pense, comme action qui est vraiment unique à eux autres. Ça donne beaucoup de saveur aux nationalités, mais d'une manière ou d'une autre, là, la distribution des orders et des actions dans les decks de chaque nationalité, c'est différent. Par exemple, c'est possible que les Russes aient plus d'advance, moins de fire, plus de move, moins de recover. Il y a des asymétries comme ça entre les factions qui rendent ça très, très intéressant. L'action, la particularité, il va toujours avoir un timing pendant lequel vous pouvez jouer l'action. Fait que, par exemple, le No Quarter qui est ici, des fois c'est assez pointu, là. Je peux jouer ça uniquement quand il y a une unité allemande qui survit à un jet de mêlée contre des soviets, puis le résultat, c'est que je gagne 2 points de victoire. Ici, Sustain Fire, je peux jouer ça quand je suis en train de tirer, puis que dans mon groupe de tir, il y a au moins un mortier ou un machine gun. Ça me permet d'ajouter plus 2. Par contre, si jamais je roule un double, l'arme en question brise. OK? Fait que ça, vous en avez un hostie de paquet. Il y en a qui sont exclusives à la posture de défenseur. Fait que le défenseur, là, j'en parlais, là, il y a certains avantages, et non les moindres, c'est d'avoir des actions crissement fortes. Il y a accès à des barbelés, des mines, des unités cachées qui vont embusquer votre adversaire. Là. On redoute tout le temps ces crises d'actions-là là, quand on est attaquant. Là, c'est épouvantable. Là, c'est parmi les pires du jeu. Là. Fait que quand c'est écrit Defender Only, évidemment, dans ce cas-là, l'Allemand et Recon ne peut pas jouer. Fait que cette action-là est une action morte dans sa main. Fait que, puis dans certains cas, comme par exemple, le Soviet ne commence pas avec une radio dans ce scénario-là, fait qu'il n'a pas accès à de l'artillerie. Fait que l'ordre d'artillerie des Knights, je ne peux pas le jouer non plus. Fait que voici une carte au complet, ordre et action, qui est considérée morte pour l'instant dans la main de l'Allemand, puis que je dois pouvoir peut-être
vouloir me débarrasser éventuellement. Tandis que celle-là, je ne peux pas donner d'ordre avec, mais si jamais je me retrouve dans une situation manuelle où je peux tirer avec un machine gun, je pourrais toujours la brûler, la défausser en jouant l'action de Sustain Fire qui est dessus. Il y a une ou deux cartes dans chaque deck où est-ce que l'ordre est un Command Confusion, puis l'action, c'est de la merde aussi. Fait que là, à ce moment-là, vous pouvez absolument rien faire avec cette carte-là à part la défausser. Fait que l'action, c'est de voir le timing, ce que ça fait, quand est-ce que vous pouvez l'utiliser. Le texte, souvent, comme on dit, est self-explanatory, explique bien c'est quoi l'action. Sinon, dans les règles, sont toutes là, listées en ordre alphabétique, avec un petit peu plus de détails pour couvrir des fois les petites interactions subtiles qu'il peut y avoir avec d'autres règles. C'est ce qui fait, je le répète, que c'est un excellent, excellent rulebook. Ceci dit, ce qui est très important de comprendre, c'est que en dessous de l'action, tout ce qui est là en dessous de l'action à partir d'Event qui est ici, puis tout ce qui suit, là, une fois que la carte est dans votre main, vous l'ignorez complètement. Fait que commencez pas à vous énerver de dire Chris, j'ai le droit de mettre un héros, là, si mon héros n'est pas déjà en jeu, je peux le mettre, Oubliez ça, ça c'est l'événement. Tout ce qu'il y a, quand les cartes sont dans votre main, vous regardez deux choses et uniquement deux choses, l'ordre et l'action. Tout ce qui est en dessous, c'est pas là que ça va venir en jeu, c'est quand on va faire justement des rôles, puis que vous allez juste commencer à tourner les cartes du dessus de votre deck, puis que ça va venir simuler justement le dice rolling dans ce jeu-là qui n'a pas de dés. Puisque je le rappelle, vous avez un deck de 72 cartes, ce qui correspond à 2 fois les 36 possibilités quand vous lancez 2d6. Quand vous devez faire un rôle dans ce jeu-là, peu importe la raison, une attaque, un recover, un route, un targeting roll et 56 millions d'autres affaires, dès que vous devez faire un rôle dans ce jeu-là, plutôt que de prendre 2 dés et de les brasser, vous allez prendre la première carte de votre deck, vous allez la flipper face-up et vous allez utiliser le rôle qui se trouve en bas à droite. Puis là, si vous êtes quelque part sur le spectre de l'autisme ou que vous êtes comme Rain Man, puis vous êtes capable de compter les cartes, effectivement, s'il reste par exemple uniquement 3 cartes dans votre deck, vous êtes peut-être capable de savoir, il me reste un 8, un 12 puis un 5. OK? Mais fait que c'est pas aussi aléatoire que de lancer 2 dés où vous pourriez potentiellement, si vous êtes super chieux, là, rouler 4 fois 12 de suite. Là, dans ce jeu-là, c'est plus ou moins possible en fonction là, justement des 12, vous en avez juste 2 dans votre deck, des 2, vous en avez juste 2 dans votre deck. Fait qu'il y a une limite à être malchanceux ou à être chanceux. Fait qu'il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Ceux qui détestent, c'est justement à cause du card counting, mais c'est très très rare que vous allez être confronté à une situation comme ça. Ceux qui aiment vont dire justement, Chris, je peux pas tout le temps brasser bas dans ce jeu-là. À un moment donné, mes calices de cartes base vont être dans ma défausse, puis je vais finir par pogner des plus gros chiffres. Là. Fait que qu'est-ce qui arrive, par exemple? Fait que je décide de tirer, puis là, j'ai tout calculé mes affaires, puis il me reste juste à rouler pour savoir, on va voir les détails dans une autre vidéo, là, mais il me reste juste à rouler pour savoir combien que j'ai eu. Ben là, à ce moment-là, je vais venir prendre la première carte de mon deck, puis je vais venir la tourner. Puis à ce moment-là, je m'intéresse uniquement au rôle qui est en bas à droite, ici. Fait que là, j'ai pogné 9. C'est vraiment l'équivalent d'avoir brossé 2d6, d'avoir pogné un 5 puis un 4, d'avoir pogné 9. Fait que si j'avais un firepower, mettons, de 8, là, ah ben 9 plus 8 égale 17, puis on poursuit la résolution du truc. Fait que ça va très vite en personne. J'ai aucune crise d'idée c'est quoi cette carte-là, c'est quoi ce rôle-là, parce que c'est la première carte du dessus de mon deck, mais je la flippe puis je regarde en bas à droite qu'est-ce qui se passe. Si le rôle n'est pas encadré de rouge avec un mot, comme c'est le cas ici, là, ben, au niveau de ce rôle-là, d'attitude, il n'y a rien d'autre de spécial qui se passe. Mais rappelez-vous, je vous ai dit qu'on allait parler des triggers dans cette vidéo-là. Il y a 4 types de triggers potentiels dans ce jeu-là. Parlons du premier, qui est le trigger de sniper qui est ici. Fait que supposons, au même cas, je suis en train de tirer, je flippe la première carte de mon deck. OK, je pogne 10. Mon rôle est quand même là, c'est 10. Je retiens ça où il existe des petits marqueurs justement là, pour se rappeler ah ok ouais j'avais 8 de firepower plus 10, j'arrive à 18 parce que là on met le jeu sur pause essentiellement le temps de résoudre le trigger. Fait que là on a un trigger de sniper à résoudre. Mais qu'est-ce donc qu'un trigger de sniper, me direz-vous? Les règles vous indiquent ok le joueur qui est en train de trigger un sniper tire un random X, un hexagone aléatoire, puis c'est là que le sniper va se manifester. Ce qui m'amène à parler d'une autre composante des cartes, qui est en bas à gauche, vous allez toujours avoir un X aléatoire. Une lettre suivie d'un chiffre qui correspond, dans ce cas-là spécifiquement, là, sur cette carte-là, le X aléatoire est M9, c'est-à-dire le X qui est ici. Par contre, très important,
Je viens de tourner une carte, j'ai un 10, j'ai un résultat de sniper, je n'utilise pas le X aléatoire qui est ici. Sinon, tous les snipers se manifesteraient dans toutes les mêmes crises d'hexagone. Ça serait plate en tabarnak. Je vais prendre la prochaine carte du dessus de mon deck, je vais la flipper, et cette fois, je m'intéresse uniquement au Random X qui est en bas à gauche. Dans Vassal, je vous l'étudie que le module était excellent, ciboire. Vous avez une place ici pour tirer un Random X. Fait que là, je regarde, c'est le G1. Puis Chris, merveille technologique, le module Vassal va venir vous highlighter où se trouve le X G1. C'est-tu pas sympathique, là? Remarquez que si vous connaissez votre alphabet de A à O, vous aurez, puis vos chiffres de 1 à 10, vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais quand même, c'est intéressant. Fait que là, ce que ça dit, la résolution de l'action du sniper, c'est que voici le random X, voici où le sniper se manifeste. Fait que le jeu nous dit, l'Allemand, dans ce cas-là, qui est en train de résoudre le sniper, peut, il n'est pas obligé. Fait que si, par exemple, il y avait uniquement une unité allemande qui était ici, il ne serait pas obligé de l'appliquer là-dessus, là. Mais il peut prendre une unité qui est soit dans l'hexagone ou dans un des hexagones adjacents et il brise cette unité-là. Par exemple, s'il y avait une unité soviète ici ou dans l'hexagone, il pourrait dire, bon, ben, you know what, eux autres ont été brisés, reçoivent des tirs de sniper ou peu importe ce que vous voulez imaginer. Là, encore là, le jeu dit que sniper, c'est pas nécessairement quelqu'un caché dans une planque en train de tirer sur du monde. Encore là, c'est les aléas de la guerre. Fait que là, cette unité-là est brisée. Évidemment, si elle était déjà brisée, comme j'ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente, vous pouvez décider de la rebriser à nouveau. À ce moment-là, elle est éliminée. Donc ça, c'est le sniper. Puis une fois que c'est fait, on revient à notre programmation principale. C'est pas rare qu'on se dit comme joueur, qu'est-ce qu'on est en train de faire déjà? Ah oui, j'étais en train de te tirer dessus. Parce que comme je dis, le sniper a vraiment mis les choses sur pause, nous a amené à regarder complètement ailleurs, nous a amené à implanter un effet de jeu. Puis là, après ça, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah oui, c'est vrai. Fait que là, on résumerait, je suis en train de te tirer dessus, j'ai pogné 18, il faut que tu essayes de te défendre, Fait que voilà pour le sniper. Deuxième type de trigger, un événement. Fait que je suis en train de faire un rôle, quel qu'il soit. Je pogne 7. Ça, c'est vraiment encore là, si je retiens ça, c'est mon rôle quand même, mais il y a un trigger d'événement. Fait que qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je tire la première carte du dessus de mon deck et là, je m'intéresse à l'événement. Fait que le voilà l'événement de héros, justement, qui me dit dans ce cas-là, s'il n'est pas déjà en jeu, on place le héros allemand, qui est un espèce de petit leader spécial, dans un X qui est friendly. Puis en passant, s'il y a une unité qui est brisée, qui est là, je peux la rallier en plus. Fait que là, je check pas l'ordre, je check pas l'action, je check pas le random X, je check pas le rôle, je check uniquement l'événement parce que c'est ça que je suis en train de résoudre. Je suis à l'intérieur d'un trigger d'événement. J'aurais pu pogner, par exemple, je vais le faire, là, fait que voici un exemple. Fait que j'ai pogné un trigger d'événement. J'arrive à l'événement, et l'événement me dit place des mines dans un X aléatoire. Fait que là, je viendrais tirer un autre X aléatoire. Dans ce cas-là, c'est O9. Je viendrais placer un marqueur de mine dans le X O9. Fait qu'il y avait des mines là, je ne sais pas trop, là, le haut commandement vient de nous dire Chris, faites attention, hostie, prenez pas la route, elle est minée. Tu voyais des histoires qui se créent dans ce style de jeu-là avec les événements. Là. Ça, c'est toujours excitant. Puis les événements sont sur la majorité des sets dans votre deck, fait qu'il y en a en coalice. Fait que c'est pas rare là, quand on se met à tirer un paquet de fois, là, whoop événement, whoop un autre événement, puis le feu pogne à quelque part, des mines apparaissent là, il y a une autre patente, air support, il y a toutes sortes de 100 millions d'affaires qui vont faire en sorte que même si vous jouez le même scénario 2 fois de suite avec les mêmes factions, le même adversaire et tout le kit, vous pouvez avoir des parties drastiquement différentes. Ça va venir changer. Puis c'est ce qui fait qu'on ne concède jamais dans Combat Commander. Un sniper, comme je disais dans une première vidéo, peut tuer le meilleur leader de votre adversaire. C'était totalement pas prévu. Votre game allait nulle part. Vous étiez sur le bord de flipper à la table. Puis Chris, encore là, les trucs de la guerre arrivent puis viennent ajouter beaucoup, beaucoup de saveur au game. Chose importante à noter, quand on est à l'intérieur d'un trigger, on ignore tous les autres triggers. De toute façon, rappelez-vous, on ne s'intéresse pas au rôle la majorité du temps. Mais j'ai un bon exemple ici. Je suis en train de faire un tir, je flippe la première carte de mon deck, je pogne 7, c'est un événement. Oups, on retient le 7, on met ça sur pause. On vient résoudre un événement ici, je flippe la carte, c'est un booby trap. J'ignore ce qui est ici. C'est pas parce que c'est écrit jam que je vais faire ce trigger-là. Ou si c'est un autre événement, je ne vais pas faire un autre événement. À l'intérieur d'un trigger, aucun autre trigger peut décoller. Là. Fait que je dois complètement résoudre cette affaire-là. Fait que là, je fais ça.
J'arrive ici pour choisir le randomex. Encore là, il y a un autre trigger ici qui est le trigger de time. J'ignore ça complètement parce que je suis déjà à l'intérieur d'un trigger en train de résoudre un événement. Quand le booby trap est complètement résolu, j'ai tiré le randomex, j'ai mis les mines à ce moment-là. Comme je dis, on reprend notre programmation principale. Qu'est-ce qu'on est en train de faire déjà? Ah oui, je suis en train de te tirer dessus. Puis on revient à ça ici. Ça met un terme au trigger. Fait que des événements, il y en a aussi 20-25 différents. Il y a toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes de variétés. Fait que là, vous comprenez pourquoi dans ma main, j'ignore les événements, j'ignore cette patente-là ici qui est le randomex. Ce truc-là ici, c'est pour des fins d'inventaire. Fait que ça, c'est la carte G49, la 49e carte, si on veut, du deck allemand. Certains scénarios, des fois, vont vous dire, bon ben, vous commencez, l'Allemand commence avec la carte G49 dans sa main, mais à part de ça, c'est pas mal tout. Puis pour faire l'inventaire, ça, c'est un rôle. Quand il est dans ma main, il ne peut plus rien faire, il est inactif, ce rôle-là. L'idée dans ce jeu-là, c'est pas je suis en train de tirer, fait que là, je prends ma carte avec le plus gros rôle dans ma main, puis je la joue. Ça va toujours être aléatoire, puis toujours venir du dessus de votre deck, ces cartes-là. Troisième type de trigger, le trigger de Jammed. Fait que ça, c'est assez pointu. C'est uniquement sur les 2 et sur certains 3 que vous avez dans votre deck. Fait que quand vous pognez ce trigger-là, c'est comme je dis, là, si vous êtes en train de tirer et qu'il y a au moins une arme qui participe au tir, toutes les armes qui participent au tir pètent, brisent. Alors, ça veut dire quoi? Supposons que j'étais en train, avec Von Karstiz ici et sa bande, j'étais en train de tirer sur les soviets qui sont là, puis whoop, je pogne un jam. Le 2 compte pareil, ça veut dire que ça va être une attaque de merde no matter what, ça fait quand même du sens. Mais en plus, on a un petit problème avec notre light machine gun. Notre light machine gun est pétée. Alors, elle est temporairement inutilisable. Pourquoi je dis temporairement? Parce qu'à l'endos de chaque counter d'armes, vous allez avoir 2 ranges. Un range de réparation, puis un range où l'arme est brisée pour de bon. Fait que là, concrètement, imaginez 3-4 soldats dans le squad qui essayent tant bien que mal, là, le light machine gun s'est enrayé, puis ils essayent tant bien que mal de corriger la situation. Là, on ne sait pas encore là combien de temps ça va leur prendre. Fait que, à partir de maintenant, à partir du moment où il y a au moins une arme sur son côté brisé, il faut se rappeler à toutes les fois qu'on flippe un randomex, on va venir comparer le chiffre et uniquement le chiffre du randomex avec les ranges qui sont là. Si le chiffre est en dehors des ranges, il ne se passe rien. Les gars sont encore en train d'essayer de réparer le light machine gun. Si le chiffre tombe dans le range de réparation, hurrah, si les gars ont réussi à réparer l'arme, à ce moment-là, on la prend, puis on la reflippe, puis elle redevient fonctionnelle. Par contre, vous devinez la suite, si jamais le range est à l'intérieur des chiffres rouges, le range de l'arme qui est complètement pété, ben là, les gars se découragent de la crise de marde s'ils garochent le light machine gun au bout de leur bras, puis ils disent ça vaut pas de la crotte. Puis là, à ce moment-là, on élimine l'arme, elle est partie pour de bon. Fait qu'il y a des armes qui sont plus fiables que d'autres, dans le sens où leur range de réparation va être plus grand que leur range où ils brisent pour de bon. Encore là, un autre style d'affaires qui simule très bien le chaos de la guerre. C'est incroyable, ce jeu-là, comment en face à face, tout ça va vite. Fait que bon, je fais ça, je te tire, pogne la première carte de mon deck. Oups, je pogne 7, j'ai un événement, ta minute. On retient 7, flip la prochaine carte de mon deck. Ah, c'est des mines dans un random X. Flip la prochaine carte de mon deck. Ah, c'est dans le XO9. On va prendre counter de mine, je le mets là. Puis boum, on est prêt à repartir. Ça roule, puis c'est excitant en personne. Vous êtes constamment en train de flipper des cartes de votre deck. Vous ne savez jamais qu'est-ce qui va vous sauter au visage quand vous allez tourner la carte. Ça représente justement le chaos du combat là, à son apogée. Là. C'est très, très excitant pour des joueurs. All right. Dernier type de trigger. Excusez-la, vidéo plus longue qu'habituellement, mais écoute donc, quand on est enflammé. Alors, jusqu'au bout de ça, le dernier trigger, là, et non le moindre, le trigger de time qui est présent uniquement sur les 12 que vous avez dans votre deck. Fait qu'un trigger de time, quand ça arrive. Fait que là, ce jeu-là a une autre particularité. Vous avez un time track, le scénario va vous dire, fait que là, c'est fucké, le scénario commence. Le scénario commence, puis le marqueur commence sur 2, c'est pas une erreur, puis vous avez souvent un marqueur de sudden death qui va être là, qui va commencer justement à un certain chiffre. Fait que ça veut dire quoi, cette patente-là? Il y a des gens qui vont dire, ben Marco, le scénario dure 5 tours, OK, peut-être, peut-être que le scénario dure 5 tours, et non seulement ça, mais on ne sait pas un tour, combien de temps ça va durer. Fait que en 5 minutes, ce marqueur-là pourrait avancer de 3 cases, tout comme il pourrait rester là pendant une demi-heure.
c'est les time triggers qui vont gérer à quel point ça l'avance vite. Fait que là, je suis en train de faire une attaque, je pogne un time trigger. La première affaire que je fais, c'est que j'avance ce truc-là ici de 1. Ça se dirige tranquillement pas vite vers le sudden death. Première chose. Deuxième chose, le joueur qui a trigger le time prend sa défausse, shuffle ça dans son deck, revient flambant neuf, incluant la fucking carte de time. C'est pour ça qu'elle pourrait revenir plus vite qu'on pense. Ensuite, on regarde, est-ce que le marqueur de time a atteint le marqueur de sudden death? Si la réponse est oui, le joueur qui a trigger le time prend la première carte de son deck, la flip. Et là, à ce moment-là, si le total est inférieur à où se trouve le time marker, la game se finit instantanément. Par exemple, imaginez que ça a atteint le 7. Ça, tout ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de maintenant, on fait des rôles de sudden death. Je flippe une carte, je pogne 6 ou moins, la game se finit. Je pogne 7 ou plus, la game se poursuit. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on pogne un time, le marqueur de temps va avancer à 8. Alors là, on a plus de chances que ça se finisse. 7 ou moins, ça se finit. 8 ou plus, ça continue. Il n'y a jamais de certitude. Il n'y a pas de certitude sur le nombre de tours que va prendre le scénario et il n'y a pas de certitude sur le temps que va prendre chacun de ces tours-là. Alors encore là, si vous avez le chaos et l'imprévisibilité, vous êtes servi en asti dans ce jeu-là. Dans les autres petites affaires de clean-up qu'on fait quand il y a un time, le défenseur gagne un VP systématiquement à chaque fois qu'il y a un time dans tous les scénarios pour représenter un petit avantage justement là, au temps que prend l'attaquant pour venir à bout d'atteindre ses objectifs. Le joueur qui a trigué le time peut enlever un marqueur de smoke de son choix qui se trouve sur la map. Si il y a des scénarios des fois où il y a des renforts, ces renforts-là, on va typiquement les empiler là, sur des cases précises du time track. Fait que s'il y a des renforts, à commencer par le joueur inactif, le joueur qui n'a pas trigué le time, place ses renforts. Ensuite, le joueur actif place ses renforts si jamais les deux en ont dans le même tour. Puis, il y a un type d'action qui existe qui s'appelle un dig-in. Ça va être clair sur la carte, ça va être écrit vous jouez ça à la fin d'un time. Ou est-ce que là, encore là, en commençant aussi, je pense, par le joueur inactif, suivi par le joueur actif, là, les joueurs peuvent jouer des dig-in, que ça va venir mettre des foxholes dans l'hexagone de certaines, d'une stack d'unités qu'ils vont avoir choisi, là, qui vont drastiquement augmenter le cover. Fait que par exemple, si je pense à ces pauvres types-là ici, là, qui sont crissement dans le clear, là, ils pourraient faire dig-in, ils sont comme creuser une petite tranchée de fortune, puis ils se sont mis dedans, là, puis ça va venir leur donner un petit peu plus de cover là, par rapport à la route puis au clear dans lequel ils sont. Fait que ça, c'est la première façon de trigger un time. Le time trigger est le seul aussi qui peut être trigger par quelque chose d'autre. J'ai nommé l'épuisement du deck de quelqu'un. Fait que si quelqu'un passe à travers son deck, fait que vous allez dire, comment quelqu'un peut passer à travers son deck sans trigger cette hostie d'affaire-là? Vous n'avez pas écouté Marco. Rappelez-vous que les cartes que vous pigez, vous ne déclenchez pas les triggers qui sont dedans. Alors souvent, ces hosties de 12-là, avec le marqueur de time, on va les piger dans notre main. Et une fois qu'ils sont dans notre main, il est trop tard. L'événement, le randomex, le roll, les triggers potentiels qui sont là, une fois que la carte est dans notre main, c'est trop tard. Fait que dans une game, vous allez peut-être flipper la moitié de votre deck et piger la moitié de votre deck, grosso modo. Fait que si ça donne que vous pigez les deux times dans votre main, ils ne vont pas triguer. Vous allez finir par épuiser votre deck à un moment donné et là, vous passez à travers cette même procédure-là aussi, c'est-à-dire que vous avancez le time, vous reshufflez votre deck, s'il y a un sudden death à faire, etc., vous passez à travers tout ça automatiquement aussi. Là. Ouf! Fait que excusez-la, comme je disais, mais là, vous avez appris l'anatomie des cartes, puis là, tu sais, comment qu'on résout chacun des rôles, puis tout ça, là, ça va nous permettre de faire un refresh sur toutes ces affaires-là. Quand on fait un fire, un recover, un route, il y a 56 000 patentes, comme je disais, dans ce jeu-là, où est-ce que quand vous allez le faire, vous allez faire un rôle, ce qui peut emmener des triggers, puis tout ça. Je vais faire d'autres exemples au fur et à mesure de mes explications. Mais vous savez comment fonctionnent les cartes, discard, des ordres, les triggers. Manquez pas la suite, je ne sais pas trop de quoi on va parler. Peut-être qu'il est temps qu'on parle des Fire puis qu'on s'excite un petit peu. À plus.